nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Thomas, eurodéputée Génération et rapporteure ici au Parlement du futur budget européen pluriannuel. Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour. Et le budget, vous êtes rapporteur d'un budget sur 7 ans, Oui. 1300 milliards d'euros. Oui. 1,3 de la richesse produite, donc c'est quand même pas extraordinaire, alors que le budget fédéral américain, c'est plus de 22% de la richesse pour produite. Pour vous, 1300 milliards, c'est pas beaucoup. Tout est une question d'échelle. À l'échelle individuelle, évidemment, c'est énorme, mais bon, à l'échelle de l'Europe et de ses 500 millions d'habitants, c'est... On est d'accord. On est d'accord. 4 et 4 sont de la partie également. Katialine Arnabourou, Jean Quatremer, vous allez bien les amis? Très bien. Oui, vous feriez quoi avec 1300 milliards d'euros, Katialine? Je crois que j'arrêterai de travailler. Oh, mais non. Mais là, c'est pas du boulot ici. Vous travaillez c'est pas. vrai, je m'amuse beaucoup. Ah, vous êtes là juste pour l'argent? Non, non, ça se saurait, ça se saurait. Mais on n'est pas ici pour l'argent, c'est clair. Ça se saurait. C'est clair. Bonjour à tous les deux. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Tiens, justement, le futur budget européen. La bataille fait rage ici en coulisses. Là, vous voyez, derrière moi, ça crie. Les États veulent payer moins. Du coup, la Commission a proposé un budget à la baisse et ce sont les régions qui devraient en pâtir. On va y revenir. Alors, on ne sait pas si eux vont en pâtir, mais en tout cas, ils devraient partir. Les Grands-Bretons, c'est hot, c'est chaud sur le front du Brexit. Big John, le bien nommé, l'homme que les eurosceptiques adorent détester, Jean Quatremer va s'intéresser au budget italien dans son édito, car Bruxelles sort le carnet de contraventions pour empêcher Rome de faire du hors-piste. Alors, est-il démocratique d'empêcher un gouvernement élu d'appliquer son programme? Telle est la question. Questa è la domanda. Eccolo qua. Mais pour commencer, intéressons-nous à la pêche électrique. La tension monte entre les ONG et les gouvernements européens à propos de cette pratique que certains considèrent dévastatrice pour les milieux marins. Le Parlement européen souhaiterait l'interdire complètement. Quelques dérogations ont été accordées à titre expérimental, mais les écologistes et les ONG affirment que l'Union européenne soutient financièrement la pêche électrique hors de tout cadre légal. Alors, vrai ou faux? Valérie Le Rouge est allée à la pêche aux infos. Les Verts n'entendent pas se laisser voler leur victoire obtenue en janvier au Parlement européen avec le vote de l'interdiction définitive de la pêche électrique. Les négociations se déroulent maintenant avec la Commission européenne, beaucoup plus favorable à ce procédé. Et dans la bataille des arguments, l'ONG Bloom reproche à la Commission européenne d'avoir subventionné pendant 10 ans des projets illégaux de pêche électrique aux Pays-Bas. Le chiffre principal, c'est 21,5 millions d'euros qui ont été alloués à la pêche électrique depuis 2007. C'est en opposition totale avec ce que l'industrie néerlandaise avait dit. Selon Bloom, donc, plus de 21 millions d'euros ont été alloués aux pêcheurs néerlandais pour développer la pêche électrique. Faux, répond la Commission européenne, mais à bien y regarder, c'est un peu vrai quand même, puisque 4,5 millions ont été alloués à des projets scientifiques et pas commerciaux de pêche électrique. Plus de 5 millions d'euros, par ailleurs, ont été alloués à des navires équipés de fils électriques, mais pour développer d'autres systèmes comme les sonars. On joue un peu avec les mots. Quant au nombre de licences qui ont été attribuées de façon illégale à des pêcheurs néerlandais, c'est pas la faute à Bruxelles, mais à La Haye, car c'est le gouvernement néerlandais qui a la charge de la distribution des licences. Merci Valérie Le Rouge. Bon, alors c'est pas la faute à Bruxelles, hein. Pour une fois, c'est la faute à La Haye. D'abord, pour qu'on sache précisément de quoi nous parlons, Jean Quatremer, la pêche électrique, en quoi ça consiste? Alors là, je n'ai pas la moindre idée. Quelqu'un peut nous expliquer en quoi consiste la pêche électrique? Je peux vous expliquer en quoi ça Allez-y, Isabelle Thomas. Il s'agit de produire une pulsion électrique dans la mer, de sorte que tous les poissons plats qui vivent donc au fond et les crevettes remontent à la surface, et en tout cas remontent, et à ce moment-là, les filets les attrapent. Voilà. Sauf que, et j'ai participé, j'ai co-signé l'amendement d'interdiction, parce qu'effectivement, nous n'avons aucune garantie que pour les juvéniles, c'est-à-dire les petits poissons, ce ne soit pas dévastateur. Nous n'avons aucune garantie que pour les fonds marins et toute la biodiversité alentour, ce ne soit pas dévastateur. Donc, sachant que sinon, eh bien, ce sont des filets avec des chaînes qui raclent les fonds. Oui, alors c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que ça fait belle lurette que les chalutiers ne raclent plus les fonds, comme on le dit.
Il y a maintenant des espèces de coussins qui permettent de passer de manière plus soft. Mais bon, de toute façon, c'est sûr qu'il y a un impact, mais l'impact de la pêche électrique peut être, lui, complètement dévastateur sur les autres espèces, et même sur le produit lui-même. Donc on a voté une interdiction, et j'ai porté l'amendement avec les Verts et avec la GUE, une interdiction totale de la pêche électrique. Pas seulement parce que nous avons des doutes, mais aussi parce qu'il y a eu... Donc la GUE, c'est la gauche unitaire européenne. Il y a une infraction. Ce que dit votre reportage, c'est surtout, bien sûr, il y a l'affaire des sous, mais il y a l'affaire de l'interdiction. Il y a une infraction et la Commission est complice. Je m'excuse de le dire, la Commission a été complice, elle a couvert. Il y avait une dérogation pour 5% des navires. On est à 22% des navires aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a 14 chalutiers qui sont autorisés et il y en a 84 qui pratiquent la pêche électrique. Donc c'est ça, c'est un petit tiers de la flotte. Katalin, est-ce que la Commission finance illégalement la pêche électrique ? Visiblement, oui. Visiblement, elle a une responsabilité quand même importante. Il faut savoir que ces dérogations qui ont été accordées... écoutez un peu, Jean-Claude, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la pêche électrique avec moi aujourd'hui. Ça a été accordé, ces dérogations, au titre de la recherche. Mais regardez, on a l'impression, personne ne sait. Il n'y a pas vraiment une recherche sur la pêche électrique et sur l'impact de la recherche de la pêche électrique sur les écosystèmes. Donc on a l'impression que effectivement c'est extrêmement nocif, mais on ne le sait pas. Là où on le sait, c'est que ça a un impact social. C'est la fin des artisans pêcheurs en quelque sorte. Et on parle de Boulogne-sur-Mer, ils ont disparu. Avant c'était 80% de leur chiffre d'affaires la pêche à la sole. Aujourd'hui c'est 5%, 50% de leur chiffre d'affaires. Beaucoup ont dû revendre leurs navires. Donc l'impact social, lui, il est avéré si l'impact environnemental ne l'est pas encore. Le Parlement a quand même voté l'interdiction à une très large majorité de 409 députés contre 200 et quelques qui ont voté en faveur de la pêche électrique, et que malgré cela, en trilogue, c'est-à-dire dans la discussion entre le Conseil, le Parlement et la Commission continue à défendre la pêche électrique, le Conseil continue à défendre la pêche électrique, et comme je l'ai dit aux représentants du gouvernement français, je leur ai dit, je vous préviens, si vous revenez avec un texte qui autorise la pêche électrique, le Parlement risque de le retoquer, et donc pas de mesures techniques. L'Union européenne a la maîtrise du jeu sur la protection de la ressource halieutique. Elle est réglementaire sur l'ensemble de la pêche, et donc elle doit être forte et résister au Conseil. À suivre, le Brexit, l'accord de sortie péniblement négocié, a-t-il finalement la moindre chance d'être un jour appliqué ? Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Isabelle Thomas, Madame Budget au Parlement européen, Katalin Landaburu et Jean Quatremer. Le projet d'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit, ça représente quand même 585 pages de détails techniques. Que vous avez lu, bien sûr, Yann Anthony. Alors, je vous avoue, les 10 dernières, j'ai fait un passe dessus. Oui. J'ai un petit peu calé. Eh bien, en tout cas, ça fait l'effet d'une bombe. Outre-Manche, plusieurs ministres ont démissionné. Et puis, on va dire que c'est un peu Mayday pour Theresa May, la Première ministre, parce qu'il y a, pour l'instant, pas de majorité à Westminster pour valider ce texte. Et puis, donc, chez nous aussi, sur le continent, eh bien, l'accord a fait grincer quelques dents. Alors, est-ce vraiment un bon compromis? Eh bien, c'est so-so. À écouter les eurodéputés. C'était difficile d'avoir autre chose. Mais il faut être bien conscient d'une chose, c'est que ce texte de 500 pages, avec des annexes très techniques, aujourd'hui c'est un document de travail et on peut se raconter ce qu'on veut. Une fois qu'on aura l'accord des 27 d'un côté, des Britanniques de l'autre sur ce texte, tout le travail restera à faire. Je pense que la France doit être vigilante sur la pêche, sur l'agriculture, elle doit être vigilante sur le contrôle aux frontières. Moi, je ne veux pas qu'aux frontières, côté français, on ait des files de plusieurs dizaines de kilomètres de camions en attente de contrôle douanier. Mais ça empêche que le Royaume-Uni ait son politique indépendante de commerce extérieur. On ne pourra plus faire dans l'avenir nos accords indépendants. C'est un compromis. Et à la fois, il faut vivre avec le compromis. Personnellement, moi, je préfère que le peuple britannique ait l'option de voter de nouveau après 2 ans, parce que maintenant, le peuple britannique, il comprend beaucoup mieux qu'est-ce que c'est l'Union européenne, qu'est-ce que l'Union européenne fait pour nous aider, pour la paix, pour la sécurité, pour l'avenir.
Voilà, Charles Tannock, le conservateur britannique, qui considère qu'il faut voter parce que maintenant, eh bien, les Anglais comprennent mieux ce qui se passe. Isabelle Thomas, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur accord possible, ces 585 pages lues par Jean Quatremer et Katalin Landaburu qui vous entourent? Moi, je pense que c'est un accord impossible. Impossible, ça veut dire quoi? Impossible. Cet accord présenté par Barnier est un accord impossible. Inacceptable? Impossible. Impossible à appliquer. Alors, moi, je pense que ceux qui étaient contre l'Union européenne, qui voulaient sortir complètement, vont être insatisfaits parce que malgré tout, qu'est-ce qui est prévu? Un accès au marché, réciproque d'ailleurs, donc une espèce d'accord de libre-échange, j'y reviendrai, et donc avec, pour une part, des règles européennes qui vont être appliquées au Royaume-Uni, avec, y compris pour certains conflits, l'arbitrage de la Cour de justice européenne. Donc pour eux, c'est inacceptable. Et pour les Européens, on n'en parle pas souvent, mais pour les Européens, c'est aussi inacceptable parce que c'est une sorte justement d'accord de libre-échange où certes, pour certaines normes, il y aura les normes européennes qui seront respectées, mais pour d'autres, il y aura négociation avec le Royaume-Uni. Donc vous dites personne n'est content. Donc personne n'est content dans ce Mais alors, Nicolas Sarkozy, que vous admirez, je me souviens, disait quand il était président et qu'il venait au Conseil européen, il disait c'est quand personne n'est content, c'est qu'on se rapproche d'un accord. Oui, mais là, honnêtement, moi en tout cas, tel qu'il est là, je ne le voterai pas. Parce que par exemple, sur la pêche, il a tout à fait raison, le député qui vient de s'exprimer. Charles Tannock. Sur la pêche, Philippe Juvin. Philippe Juvin, pardon. Il a tout à fait raison, parce que sur la pêche, par exemple, on va dire, allez, accès aux eaux réciproques, accès au marché. Mais si on n'applique pas la politique commune des pêches, on vient de parler de la pêche électrique tout à l'heure, si dans un endroit c'est autorisé et dans l'autre ça l'est pas, en plus, il se trouve que c'est les mêmes poissons, le même marché, pas de tarifs douaniers, donc il va y avoir une sorte de distorsion de concurrence. Donc il y a plein de problèmes qui se posent comme ça. Non, je crois qu'il faut choisir. Alors le Royaume-Uni, dans cet accord, demeure par exemple dans l'union douanière. Et puis il y a une période de transition jusqu'en décembre 2020 qui pourrait être prolongée jusqu'à fin 2022. Pour vous, Katalin, est-ce que c'est un bon accord? Alors moi je trouve que pour les Européens, alors je rentre dans les détails, mais pour nous c'est plus ou moins quand même un bon accord. Mais moi ce qui me fait un peu rire, c'est que quand même, quel était le principal argument des Brexiteurs avant le référendum? C'était take back the control, donc retour de la souveraineté nationale. Et l'autre jour, l'Evening Standard, un journal qui est d'ailleurs dirigé par un Tory, par un conservateur, titrait « L'Union européenne reprend le contrôle ». Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'ils souhaitaient qui s'est passé. Ils vont faire partie du marché de l'union douanière qu'ils détestent, mais ils n'auront plus le pouvoir d'élaborer les normes qu'ils se verront imposer. À tel point qu'il y a une députée britannique, on n'est pas sûr qu'elle ait tout compris, qui s'appelle Nadine Dorries. Elle est conservatrice et elle a dit dans une interview à la télévision britannique, Jean, cet accord est inacceptable. Il ne nous donne aucune voix, aucun vote, aucun député, aucun commissaire. Mais Nadine, c'est ça de sortir. Le problème, c'est que les Britanniques n'ont toujours pas choisi entre plusieurs modèles. On leur a proposé tout de suite un modèle. Soit c'était un accord de libre-échange, sur le modèle canadien, par exemple, un accord de commerce. Soit c'était un accord comme les Suisses, c'est-à-dire une multiplicité d'accords bilatéraux. Soit le modèle dit norvégien, où ils ont accès total au marché intérieur, en respectant les 4 libertés, c'est-à-dire la liberté de circulation des personnes, un respect de tout l'acquis communautaire. Voilà, et ils appliquent toutes les lois. Sans voix au chapitre à Bruxelles. Voilà, sans voix au chapitre à Bruxelles. Donc ils avaient ce choix-là. Ils ont été incapables de trancher. Et le nœud gordien de cette affaire, c'est quoi? C'est la frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Parce qu'on sait tous, et les Irlandais le savent, que si on rétablit une frontière physique, il y a un risque, de nouveau, c'est pas garanti, mais d'une nouvelle guerre civile en Irlande du Nord. C'est un vrai risque si on rétablit des contrôles. Et c'est parce que c'était une des conditions sine qua non de l'accord de paix qui avait été signé par Tony Blair, donc en 98, si mes souvenirs sont bons, pour obtenir la paix en Irlande du Nord. Donc c'est ça. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour ne pas rétablir de frontières physiques. Pardon, c'est aussi au détriment de l'Union européenne. Parce que du coup, pour ne pas recréer du conflit, on est obligé de dire, oui, on ouvre le marché. Et finalement, en ouvrant le marché, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, je suis désolée, on n'aura pas les mêmes normes. Ils ne sont pas prêts à respecter les normes de la politique de pêche. Et les normes bancaires, non. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 ans de négociation? Parce que justement, on va voir dans quelle mesure on applique telle et telle norme, dans quelle mesure on a les tribunaux d'arbitrage ou la Cour de justice européenne. Tout ça n'est pas du tout bouclé. Pardon. Après la pause, on va parler gros sous, enfin, plus si gros que ça pour les régions, visiblement. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Et oui, mais Jean Gabin, on finira par parler de la même Europe. Moi, je ne désespère pas. Mais en tout cas, merci de nous retrouver ici, à Bruxelles, au Parlement européen, avec Isabelle Thomas, Katalin Landaburu
et Jean Quatremer. C'est l'un des succès reconnus de l'Union européenne depuis qu'elle a vu le jour dans les années 70. C'est la politique régionale, on appelle ça aussi la politique de cohésion, et elle a permis de réduire les écarts de développement entre les 276 régions d'Europe. Cette politique est considérée comme indispensable et pourtant, Bruxelles propose de réduire les financements destinés aux régions. Pascal Jalabert, c'est le rédacteur en chef du bureau parisien du groupe EBRA, Dernière Nouvelle d'Alsace, qui est notre partenaire cette semaine, s'inquiète des intentions de la Commission européenne. Si l'on prend une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, qui se situe dans le périmètre de nos quotidiens régionaux du groupe EBRA, une région qui a été désindustrialisée, l'Europe aujourd'hui est un acteur économique majeur. Elle a aidé depuis 4 ans 1496 jeunes agriculteurs à s'installer ou à se développer. Elle a aidé 1948 entreprises. Elle a financé des formations pour 14 000 personnes éloignées de l'emploi. Donc, c'est incontestable, l'Europe est un acteur majeur. Alors pourquoi ça ne se voit toujours pas? À mon avis, pour 2 raisons. D'abord parce que sur le terrain, il n'y a pas grand monde pour relayer cette action, notamment les élus locaux. Et la deuxième raison, c'est qu'en parallèle, en même temps, l'Europe va ouvrir des débats au Parlement qui peuvent être perçus comme des attaques de l'identité régionale. Je parle de normes sur les caves coopératives, alors qu'en Bourgogne, ça fait du vin depuis des millénaires. Je parle de décisions sur la chasse qui perturbent l'identité locale. Donc du coup, l'Europe envoie 2 messages contradictoires et celui qui se voit le plus, c'est le plus symbolique. Voilà, merci Pascal Jalabert. Isabelle Thomas, là on est sur vraiment votre sujet. Vous êtes le rapporteur ici au Parlement européen sur le budget. Donc 1300 milliards d'euros entre 2021. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Mais ce que je veux dire, d'abord, c'est ce que demande le Parlement. Mais ce n'est pas du tout ce que propose la Commission. Ni les États. Ce qu'il faut savoir, et ni les États membres, parce qu'en fait, la Commission, dans sa proposition, elle a fait une espèce de plus petit dénominateur commun de ce que voulaient les gouvernements. Et du coup, elle a fait une proposition qui, une fois de plus, est en baisse. Il faut savoir que dans les années 90, on avait 1,24 de la richesse, puis on est tombé à 1,14, puis 1,1. Et aujourd'hui, la proposition, c'est 1,08. Donc, contrairement à ce que tout le monde raconte, on a un budget qui est systématiquement en baisse depuis les années 90, alors que paradoxalement, les compétences ne cessent d'augmenter. Il faut voir ce que la Commission européenne a proposé vraiment un budget que je considère comme scandaleux. C'est vrai qu'aujourd'hui... Réduction proposée pour les fonds de cohésion, donc les fonds régionaux, moins 7%. Voilà. Alors, non. Alors moins déjà, c'est pas vrai. Oui, c'est moins 10% parce qu'ils ont en plus maquillé les chiffres. Voilà, ils jouent sur l'euro constant. Ils ont maquillé les chiffres. Bien sûr. En jouant entre les euros constants et courants. Ils ont comparé parfois l'Europe à 27, l'Europe à 28. Ils ont mis... Enfin bon, je ne vais pas faire toute la liste des... Non mais Isabelle, sur cette histoire des fonds régionaux, il faut être un peu plus politique, Yann Anthony, si vous me permettez. D'accord. Parce que de quoi il s'agit? Écoutez, moi je vais être journaliste et puis vous êtes politique. Il s'agit d'être solidaire. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une grande partie de l'Union européenne, c'est la zone euro. Et donc il faut instaurer un maximum de solidarité. C'est-à-dire que non seulement entre les riches et les pauvres, comme à l'intérieur de la France, il y a une solidarité entre le nord de la France, la région parisienne et l'Aquitaine, et ainsi de suite. Et cette solidarité, elle est remise en cause par le budget. Cela étant, il faudrait peut-être s'interroger, au lieu de couper dans les budgets, ce que fait la Commission, mais bêtement. Vraiment, j'ai jamais vu un budget pareil. Il aurait fallu s'interroger sur, par exemple, la façon dont on utilise ces fonds régionaux, dont les États ont utilisé ces fonds régionaux. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer que les États qui ont failli faire faillite au cours de la crise de la zone euro entre 2010 et 2012 étaient les plus gros consommateurs d'aide régionale. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien utilisé? Est-ce que c'est fait pour relancer les économies? Alors, au-delà de l'utilisation et de la bonne utilisation, il faut quand même revenir sur l'intérêt de cette politique. Premièrement, c'est une politique, c'est une des seules qui soit vraiment redistributive. On parle de cohésion. Donc, essayer de trouver un équilibre dans la richesse de tous les pays. On se plaint contre le dumping social, dumping des pays de l'Est, mais s'il y avait une meilleure cohésion et si la politique pouvait aller jusqu'au bout, il n'y aurait plus ces dumping. Après, c'est une politique qui est proche des territoires. C'est une politique qui est visible. L'Europe, elle est là, elle est visible. On parle aussi de création d'1 million d'emplois entre 2007 et 2013. Il y a à la fois des programmes sociaux, mais il y a aussi des petites entreprises, 400 000 PME qui ont été aidées, 120 000 start-up qui ont été aidées. Et au Portugal, par exemple, elle a permis quand même de réduire l'écart entre les régions les plus pauvres et les plus riches de 70%. Isabelle Thomas, vu le contexte, on ne peut pas augmenter le budget européen sans augmenter les impôts.
Eh bien, figurez-vous que c'est plus compliqué que ça. Justement, dans le rapport, qui est le rapport... C'est populiste, vos questions. Si je peux me permettre. Dans le rapport, qui est mon rapport et qui a été voté, il faut le savoir, à une très large majorité, 429 députés pour, seulement 209 contre. Donc on a vraiment une situation de force pour le Parlement dans cette négociation avec le Conseil. Il y a justement... on a prévu de ne pas prendre plus aux États membres pour renforcer le budget de l'Union, mais de créer de nouvelles ressources propres qui ne pèsent pas sur les citoyens qui pèsent leurs impôts. C'est-à-dire qu'on a protégé justement ceux qui payent la TVA, l'impôt sur le revenu, Vous allez chercher où l'argent dans les ressources propres? Eh bien, les multinationales qui ne payent pas leurs impôts. Les GAFA. Taxe carbone. Attendez, les GAFA, c'est epsilon par rapport aux multinationales qui font de l'évitement fiscal. Hein. Donc les GAFA, ça, c'est l'arbre qui Google, cache la Amazon, forêt. Oui, mais Facebook, Apple. ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les multinationales, et c'est ce qu'a voté le Parlement, celles qui font plus de 125 millions de chiffre d'affaires, font de l'évitement fiscal. Évidemment, la taxation sur les transactions financières. L'ajustement carbone en frontière, voire même le marché carbone, une partie du marché carbone dans le budget de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas les idées qui manquent et qui ne pèsent pas sur les citoyens européens qui sont déjà... Donc, à suivre, donc pas plus d'impôts, visiblement. À suivre, en tout cas pour nous. À suivre, l'édito de Jean Quatremer qui va s'intéresser aux eurosceptiques italiens. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Isabelle Thomas, avec Katia Landaburu et puis avec Gianni Quattremare. Justement, on va parler de l'Italie. La Commission européenne est bien décidée à faire appliquer les règles et pourrait même infliger une amende de plusieurs milliards à l'Italie, sachant que ici même dans cette émission, Pierre Moscovici avait dit que les amendes, eh bien, c'était con, les sanctions, c'était con. Jean, qui n'est lui jamais là où on l'attend, serait presque tenté de donner raison aux populistes au pouvoir à Rome. La chronique du tonton flingueur, Jean Quatremer, de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse. Je ventile. Vous avez tous appris à l'école cette phrase avec laquelle Caton l'Ancien concluait tous ses discours devant le Sénat romain. Delenda Carthago, il faut détruire Carthage. La Commission européenne a légèrement adapté la formule. C'est désormais Delenda Roma, il faut détruire Rome. La faute des démagogues du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite de la Ligue, ils ont osé s'affranchir des promesses de la précédente majorité qui s'était engagée à ramener le déficit à moins de 1% du PIB pour le laisser filer à 2,4%, soit moins que le déficit de la France. Pas de quoi fouetter un chat, puisque le sacro-saint plafond des 3% prévu par le pacte de stabilité est respecté. Mais voilà. Pour Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, les nouveaux gouvernements doivent respecter la parole de ceux qui les ont précédés. Autrement dit, les élections n'ont plus aucune importance dans la zone euro. La Commission exige donc, sous menace de sanctions financières, que Rome abandonne son budget de relance. Ce bras de fer pose un réel problème de démocratie, quoi qu'on pense du budget italien ou du gouvernement de Giuseppe Conte. Car quelle est la légitimité politique de la Commission et de l'Eurogroupe, l'enceinte où siègent les ministres des Finances de la zone euro, pour s'asseoir ainsi sur le vote du peuple italien? Il faut savoir que ni la Commission, ni l'Eurogroupe, deux instances opaques non élues, n'ont de compte à rendre devant un Parlement, à la différence des gouvernements nationaux. Bref, on assiste à un choc entre deux légitimités, la légitimité européenne et la légitimité nationale. Dépourvue de vrais moyens de pression, l'Italie n'étant pas en faillite, la Commission en est à souhaiter que les marchés sanctionnent ce pays. Quelle image de l'Europe! Une technocratie mettant à genoux une démocratie avec l'aide des forces de l'argent. Les démagogues ne cachent pas leur joie. Comme le dit Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et leader de la Ligue, si la Commission s'entête, il basera sa campagne européenne sur un seul slogan, l'Europe des bureaucrates contre le budget des peuples. Si Bruxelles souhaitait que les démagogues prennent le pouvoir partout en Europe, elle ne s'y prendrait pas autrement. Et voilà, le tonton flingueur, paf, qui ventile, qui disperse à nouveau. Isabelle Thomas. Il respecte les traités sur le déficit. Ils sont en dessous, avec 2,4, ils sont en dessous des 3% de déficit. Donc c'est d'autant plus un scandale démocratique. Mais le pire, c'est que la Commission, je parlais de la pêche électrique tout à l'heure, mais je pourrais parler de l'affaire Selmayr, qui, elle, est en infraction de manière régulière maintenant, n'est jamais sanctionnée. Selmayr, le secrétaire général. Oui, les procédures n'y ont pas été suivies. Bon, je ne veux pas donner tous les exemples, mais on est là dans une situation où finalement, la Commission européenne donne les bâtons pour se faire battre et tombe dans le piège
que lui tendent les europhobes et les nationalistes italiens. Parce qu'en faisant ce type de sanctions, alors que franchement, le vote vient d'avoir lieu, même si je ne partage pas ce que propose le budget italien. Moi, il propose la privatisation, il propose de réduire le nombre de tranches sur l'impôt sur le revenu et donc plus inégalitaire. Donc, je ne partage pas l'amnistie fiscale. Sachant qu'on se retrouve avec un déficit en Italie pour 2019 inférieur au déficit français. Absolument. Donc, non seulement pour une part, la France qui est pas du tout finalement, passive. ils respectent en gros les règles, ce qui est déjà pourrait déjà le contester, mais en plus, ils sont sanctionnés. Donc, c'est vraiment un scandale démocratique et en plus, un risque majeur pour les élections mais le respect de la parole donnée, quand même, Katia Lynn. À partir, je veux dire, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir Bruxelles. C'est d'avoir des règles. Voilà, oui, mais les règles, comme disait Isabelle Thomas, elles ont été respectées. Après, il y a les règles, et après, comme dirait Jean, là aussi je pense, il y a la politique. On a déjà des populistes, on a des élections européennes dans quelques mois, et là, on est en train de jouer le jeu de Salvini. Moi, je crois que Salvini, ce qu'il voulait, c'est partir à l'affrontement, et là, il revient chez lui. Regarde, si même Jean, qui est un libéral de droite, soutient maintenant Salvini, c'est vous dire, et moi, j'aurais un peu la même tendance. On a un peu l'impression de se retrouver dans cette situation, vous savez, en Amérique latine, dans les années 70, où il y avait les Men in Black du FMI, de la Banque mondiale, qui venaient imposer des programmes d'ajustement structurel. Et quand ils n'y arrivaient pas avec des gouvernements démocratiquement élus, alors ils soutenaient des Pinochet ou des Fujimori au Pérou pour imposer leur programme. On a l'impression de se retrouver... Et là, on est quand même dans une Europe démocratique. Regardez ce qui s'est passé, l'Eurogroupe, ce qui s'est passé en Grèce. C'est un scandale démocratique. Tout ça pour faire imposer des dictats qui ont saigné les économies. Un bémol par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le déficit en Italie et en France, c'est que la dette en France, elle est d'un poil inférieure aux 100%, alors qu'en Italie, on est à 133%. Jean. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, le gouvernement italien respecte le pacte de stabilité, les 3%. Mais il y a de nouvelles règles qui ont été imposées par les Allemands au moment de la crise de la zone euro entre 2010 et 2012. C'est ces règles-là qui sont visés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Puisqu'on paniquait, qu'on avait besoin de leur soutien, eh bien, ils ont dicté des textes qui imposent en réalité l'austérité pour l'éternité à la zone euro. C'est-à-dire interdiction absolue du déficit. On doit tendre vers l'équilibre. On doit réduire la dette. Sauf que c'est pas ce que font les Allemands. Si, les Allemands sont en train de réduire leur dette et sont en train de réduire leur déficit. D'accord, mais en termes de compétitivité au niveau des écarts... Ah oui, mais non, mais le problème, c'est que, effectivement, les Allemands, par exemple, sont en excédent de la balance courante, c'est-à-dire excédent commercial. Vous savez que d'après les textes de la Commission, normalement... Ils sont passibles de... Normalement, ils devraient être passibles de poursuivre. C'est-à-dire qu'actuellement, l'excédent commercial allemand, il est de près de 8% du PIB. Le maximum toléré par Bruxelles, c'est 5,5%. Mais comme c'est l'Allemagne, on n'y touche pas. Donc, il y a un moment, il faut dire, les textes sont stupides, ils ont été imposés par les Allemands et les conservateurs allemands au plus fort de la crise de la zone euro. Et si vous continuez comme ça, eh bien demain, vous aurez vraiment des démagogues au pouvoir partout en Europe. Jean, oui. Jean, cette émission touche à sa fin. Je vous sens en grande forme. Et dans 2 jours, c'est votre anniversaire. Et donc, à ce titre, eh bien, nous vous avons réservé une petite surprise. Et c'est également l'anniversaire de Katia Lynn Landaburu dans 2 jours. Et donc, on s'est dit qu'on allait marquer le coup pour vous. Oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Oh là là, et puis en plus avec... Isabelle Thomas, c'est dans 2 jours votre anniversaire. Alors bon, très bien. Bon, écoutez, merci Orly et David. Merci à vous Isabelle Thomas, Jean Quatremer, Katia Landaburu. Merci à Hugues Baudouin, Manon Stanguedec, David Brasseur et Antoine Fécamp à la direction artistique qui ont préparé cette émission. Merci aux équipes du Parlement européen. Et vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, Jean, ça va vous avec votre petite bougie? Écoute, sur la générosité de la faute à l'Europe. Katia Lynn a été mieux traitée. Katia Lynn a été mieux traitée. Rendez-vous la semaine prochaine, le samedi à 12h10 et 17h10, le dimanche à 15h10 et 19h20. Ou ça sur France Info, évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.